Et ce qui est nouveau, c'est que les conditions politiques aujourd'hui d'une guerre, puisque c'est le mot qu'il faut employer, c'est pas une frappe limitée, c'est une guerre entre Israël et l'Iran, les conditions politiques sont réunies. Ce qui freinait jusqu'à présent les alliés d'Israël, en tout cas principalement les États-Unis, c'était la perspective d'un accord sur le nucléaire. Et là, aujourd'hui, les dirigeants américains, Biden et Blinken, ont dit clairement que cet accord n'est plus à l'ordre du jour. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Taubman. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du dossier iranien et du nucléaire iranien en particulier. Alors d'abord, ma première question, elle est liée en fait à la passation de pouvoir qui se tient aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv entre le chef d'état-major sortant, Aviv Kochavi, et le général Herzi Halevi qui devient le 23e chef d'état-major de l'armée israélienne. Avant de partir, le général Aviv Kochavi a eu des propos, on va dire, assez musclés concernant le dossier du nucléaire iranien, en affirmant en donnant à penser qu'Israël a effectivement les moyens de frapper de multiples cibles en Iran. Vous pensez que c'est effectivement le cas, qu'il y a aujourd'hui dans l'armée israélienne une option d'une attaque contre les centrales nucléaires iraniennes, même sans le soutien logistique ou un autre soutien de la part des États-Unis, par exemple? Alors, deux choses. D'une part, que Israël ait la volonté de frapper les centrales nucléaires iraniennes ou des objectifs militaires liés au nucléaire ou autres en Iran, que Israël ait cette volonté, c'est une évidence et c'est presque une question de survie. On le sait depuis une vingtaine d'années, depuis que la question du nucléaire iranien est sur la table de la scène internationale. Il y a une ligne rouge qu'Israël ne laissera pas franchir. Israël ne laissera pas un Iran islamique qui est un des derniers pays à réclamer, à vouloir la destruction de l'État d'Israël. On ne laissera pas ce pays se doter des moyens de détruire Israël, même si entre le fait d'avoir l'arme atomique et le fait de se servir, il y a une ligne rouge qu'Israël ne franchira pas. Ça, on le savait. Par contre, on a toujours eu un doute sur les capacités, sur la possibilité, sur la faisabilité d'une telle opération, tout simplement parce que ce que disent les experts depuis toujours, c'est que ce programme nucléaire, il est disséminé dans le pays, que les centres de recherche sont et les sites sont enfouis très profondément, etc., etc. Là, ce que nous dit le chef d'état-major sortant de l'armée israélienne, c'est qu'il nous dit qu'il existe des plans. Il dit sérieusement qu'il existe des plans. Alors il dit qu'il y en a 3, il a raison, parce qu'il ne va pas dire il y en a un seul, et puis il y en a peut-être un quatrième. Il y en a peut-être un quatrième ou un cinquième, mais il n'a pas intérêt à dévoiler ses cartes. Et ce qui est nouveau, c'est que les conditions politiques aujourd'hui d'une guerre, puisque c'est le mot qu'il faut employer, c'est pas une frappe limitée, c'est une guerre entre Israël et l'Iran, les conditions politiques sont réunies. Ce qui freinait jusqu'à présent les alliés d'Israël, en tout cas principalement les États-Unis, c'était la perspective d'un accord sur le nucléaire. Et là, aujourd'hui, les dirigeants américains, Biden et Blinken, ont dit clairement que cet accord n'est plus à l'ordre du jour. Et les Iraniens, eux, de toute façon, se sont affranchis de tout frein. Ils sont en train de courir, ils sont dans une course effrénée à l'arme atomique, une course d'autant plus effrénée que le peuple iranien a engagé aussi une course de vitesse avec le régime, et que c'est un régime qui est aujourd'hui acculé et contesté par son peuple. Je ne dis pas qu'il va s'effondrer demain, mais c'est un régime qui aujourd'hui est dans une situation extrêmement difficile du point de vue de sa relation avec sa population, et qui par ailleurs est engagé aujourd'hui de plus en plus dans la guerre que mène la Russie en Ukraine. Donc on a aujourd'hui des conditions politiques nouvelles qui font que s'il y avait demain une guerre entre Israël et l'Iran, qui est de plus en plus probable, il faut le dire, les États-Unis la soutiendraient. Alors est-ce qu'ils la soutiendraient logistiquement? C'est tout à fait probable. Et en tout cas, est-ce qu'ils la soutiendraient politiquement? Oui. Et même les Européens la soutiendraient au moins politiquement, ou la comprendraient, feraient preuve d'une compréhension, ce qui n'aurait pas été du tout le cas il y a 6 mois, lorsque les Européens, surtout, et les Américains étaient engagés dans ces négociations avec l'Iran.
Donc vous êtes en train de nous dire, Michel, qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour l'armée israélienne, pour l'État d'Israël, pour tenter une attaque avec une sorte de parapluie diplomatique international sans essuyer, on va dire, des critiques. Oui. Souvenez-vous quand même, quand on parlait, vous et moi, il y a quelques mois encore, vous me disiez, les Américains sont attachés à l'accord avec l'Iran, les Américains font tout pour un accord avec l'Iran. Biden, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, les Américains nous allons revenir dans l'accord sur le nucléaire. C'est pas faute d'avoir essayé. Ouais. C'est vrai que ce sont les Américains qui, les premiers, se sont retirés de cet accord et qui ont fourni le prétexte aux Iraniens pour relancer leur projet d'armes nucléaires, qui était en sommeil, qui n'était pas arrêté, qui était en sommeil, mais depuis quelques mois, et surtout depuis la guerre en Ukraine, les Iraniens se sont affranchis de tout. Et puis surtout, il ne peut plus y avoir de consensus international, tout simplement parce que il n'y a plus de consensus entre les deux grandes puissances, États-Unis et Russie. Oui. Et l'accord de 2015 avait été possible parce que le Conseil de sécurité l'avait parrainé. Et non, parce qu'on dit toujours c'est un accord avec les Occidentaux. Non, c'était un accord avec l'ensemble de la communauté internationale, les Occidentaux d'un côté, mais aussi la Russie et la Chine. Et dès lors que la Russie et les États-Unis sont de fait en guerre, parce que la tension ne cesse de monter et on est dans une période d'escalade, il n'y aura pas d'accord sur ce terrain-là. Alors, je voudrais une précision parce que c'était ce qu'a dit l'ancien Premier ministre israélien Yair Lapid en prenant congé de ses fonctions avant le retour de Benjamin Netanyahou. Il a dit en fait, c'est nous qui avons réussi à empêcher la signature de l'accord de Vienne, une nouvelle signature de l'accord de Vienne. C'est une présentation biaisée à votre avis? C'est-à-dire finalement c'est surtout le conflit entre l'Ukraine et la Russie et la prise de position de la Russie aux côtés de l'Iran ou de l'Iran aux côtés de la Russie? Écoutez, historiquement, c'est quand même, si on se reporte un an en arrière, il y a un an, en janvier 2022, les négociations semblaient bien engagées. Oui. C'est-à-dire, des deux côtés, on disait, il y a encore quelques détails, etc., à régler. Alors après, il faut se méfier toujours du machiavélisme du régime islamique iranien, c'est-à-dire qu'il faisait traîner les choses en longueur et il n'avait pas stoppé. Normalement, quand on négocie, on fait un moratoire, on arrête tout, et puis on négocie et on reprend éventuellement le programme en cas d'échec des négociations. Là, il négociait et en même temps, les centrifugeuses tournaient à plein, puisqu'on est passé maintenant à 60% d'enrichissement de l'uranium. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que la guerre en Ukraine a tout changé. Elle a recréé une polarisation entre les pays démocratiques, d'un côté, donc États-Unis, Europe, qui sont derrière l'Ukraine qui a été agressée, et de l'autre côté, un bloc de régimes autoritaires ou totalitaires que cherche à créer Poutine, qui réussit plus ou moins bien à créer parce que, vu la situation sur le terrain, les Chinois ont pris leur distance, et en fait, le meilleur allié de la Russie en Ukraine, c'est l'Iran. L'Iran est aujourd'hui un belligérant de fait en Ukraine. Ce sont des drones iraniens qui bombardent les villes ukrainiennes. Et il y a aussi maintenant des officiers iraniens qui sont engagés dans le combat. Et là, on vient d'avoir cette information selon laquelle les Russes fournissent des armements, des avions, des batteries antiaériennes aux Iraniens. Donc les deux pays sont liés, sont pieds et poings liés, je dirais, à la vie, à la mort. Les deux régimes, Poutine et Khamenei, sont liés aujourd'hui à la vie et à la mort. Donc, comme les amis de mes ennemis sont mes ennemis, les amis de la Russie, qui est en train de devenir l'ennemi des États-Unis, sont les Iraniens, donc sont aussi les ennemis des États-Unis. Donc tout a changé. Alors, je voudrais qu'on revienne sur deux développements qui sont intervenus ces derniers jours. Une information que j'ai lue hier sur une volonté de la part de l'Iran de réduire l'acheminement de pétrole à la Syrie pour des raisons économiques. Je voudrais savoir si effectivement c'était seulement des raisons économiques ou il y avait un changement d'orientation de la part de l'Iran face à la Syrie, à la suite, on va dire, de la politique musclée des gouvernements israéliens de cette dernière année, qui a multiplié, on le sait, les opérations contre des cargos, ou en tout cas des acheminements d'armes en direction du Hezbollah.
Alors écoutez, c'est difficile d'interpréter chaque événement qui se passe dans la région parce que tout ça est tellement alambiqué. Il y a des alliances, non pas des retournements d'alliance, mais des esquisses de changement d'alliance. Vous avez vu que l'Iran et l'Arabie Saoudite veulent renouer leurs relations diplomatiques, que la Turquie et la Syrie sont en train de se réconcilier. Pour combien de temps? Ce qui est clair quand même, la tendance lourde, c'est quand même que la Syrie est déjà la base arrière de l'Iran et que le conflit entre l'Iran et Israël se déroulera soit sur le terrain syrien, soit sur le terrain libanais, sur les deux terrains qui sont de fait des protectorats entre guillemets de l'Iran et de la Russie. Mais comme on assiste à un retrait, d'ailleurs progressiste russe, sur le plan militaire, le vrai danger, c'est pas que les Russes prennent parti ouvertement pour l'Iran contre Israël, mais c'est que les Russes s'en lavent les mains et laissent les Iraniens face aux Israéliens, et que disons que l'alliance de fait sur le plan logistique entre Israël, en tout cas la bienveillance, disons, de la Russie à l'égard d'Israël, qui permettait à Israël d'intervenir dans le territoire syrien, d'entrer d'accéder à l'espace aérien syrien pour frapper les cibles pro-iraniennes, le Hezbollah et même les gardiens de la révolution. Le danger, c'est que les Russes s'en lavent les mains et s'en détournent. Et donc là, ce à quoi on assiste, c'est quand même à la préparation d'une guerre. Le fait que les Iraniens renforcent les défenses anti-aériennes autour de Damas, c'est pour face à quel adversaire? C'est face à Israël. Donc on a des deux côtés une montée vers la guerre. Alors est-ce que la guerre aura lieu? On peut jamais prévoir parce qu'il peut y avoir des événements, notamment des événements internes à l'Iran, et puis à la Russie, mais en même temps, là on est quand même, vous savez, cette idée d'un deuxième front. C'est-à-dire que les Russes, n'étant pas capables sur le plan militaire de gagner la guerre conventionnelle face à l'Ukraine, aient intérêt à ce que finalement il y ait un deuxième front. Non pas qu'ils vont déclencher les choses, mais qu'ils vont laisser faire les choses, qu'ils vont cesser de jouer ce rôle d'intermédiaire, de médiateur, qui tenait la balance égale entre l'Iran, la Syrie, Israël. Cette possibilité, elle est là. Okay. Et tous les éléments sont en train de se mettre en place. Voilà. Alors aussi, on a aussi appris l'exécution d'un vice-ministre iranien qui était soupçonné de liens, ou en tout cas d'espionnage ouais, au profit de la Grande-Bretagne. Il est lui-même il était donc lui-même citoyen britannique, ce qui crée des tensions avec la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a une volonté, on va dire, de la part des Iraniens d'essayer de se prendre aussi, de réagir aussi ainsi aux grandes puissances? Oui, alors c'est vrai, car d'abord cet ancien vice-ministre de la Défense iranien, alors c'est un Iranien qui a acquis récemment, il y a une vingtaine d'années, la nationalité britannique. On n'est pas dans le cas de figure des chercheurs ou des journalistes franco-iraniens ou irano-américains qui ont la double nationalité, et qui sont gardés en otage en Iran, l'Iran ne reconnaissant pas la double nationalité. C'est-à-dire que un chercheur franco-iranien qui étudie en Iran, qui travaille en Iran, si l'Iran veut le garder, il considère qu'il est iranien. Ils ne reconnaissent pas le fait qu'il soit français ou américain. Oui. Donc là, on est dans un cas de figure différent. C'était une haute personnalité du régime, proche des réformateurs, un réformateur dans les années 2000-2005, au temps du président Khatami. Il appartient à la jeune génération. Il est né en 61, donc à la génération de la Révolution. Il avait 18 ans en 1979. Donc cette génération de révolutionnaires qui a payé le prix du sang, qui s'est battu, qui a lutté contre les opposants au régime, qui a participé à l'instauration de la dictature, qui a participé à la guerre en Irak, et qui a pensé dans les années 2000 qu'il fallait ouvrir le régime. Et donc il est... est-ce qu'il est un espion? Est-ce qu'il a vraiment donné des informations qui ont permis de tuer, qui auraient permis de tuer des dirigeants liés au programme nucléaire iranien, tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas,
il est quelqu'un qui n'a jamais caché, qui était ouvertement en faveur d'une démocratisation du régime, ce qu'on appelle un réformateur, pas un anti-régime. Il n'était pas pour en tout cas, il n'a jamais cru en faveur d'une démocratie libérale, mais il avait pris ses distances avec le régime. Alors, les faits d'espionnage sont peut-être vrais, mais il est inadmissible qu'il a été exécuté. De toute façon, dans les pays démocratiques, un espion, on le juge, on le condamne à la prison, on ne l'exécute pas. Et là, ce qui est particulier, c'est cette exécution rapide, alors qu'ils avaient, les Iraniens, une carte. Quand on a la chance d'arrêter un espion d'une puissance étrangère, eh bien on le garde comme monnaie d'échange. Le fait qu'il ne le garde pas comme monnaie d'échange, mais qu'il l'exécute, c'est un signal très fort qui est adressé au Royaume-Uni, en disant on n'a plus rien à négocier avec vous. Hein. Et les Britanniques s'y sont pas trompés, parce qu'ils ont dit que de toute façon, pour eux, il n'était plus question de négocier sur le nucléaire avec l'Iran. Donc on voit que tout est lié, c'est-à-dire le durcissement intérieur, la solidarité qui s'affirme chez les Occidentaux par rapport aux droits de l'homme, aux droits de la femme en Iran, le président Macron qui a reçu il y a quelques semaines des femmes iraniennes. Donc on a ce dossier intérieur, on a qui ne se termine pas. Voilà. Il y a toujours, elle est toujours là, la révolte des femmes. Elle se maintient ou elle est tassée? Elle est disséminée comme un poison lent à l'intérieur. Elle se diffuse à l'intérieur de la société iranienne comme un poison lent. Un poison, c'est pas péjoratif de la part, c'est un poison pour le régime. Hein. Mais disons qu'on n'a pas, du fait qu'il n'y a pas d'opposition structurée, étant donné le caractère totalitaire du régime, on n'a pas des grandes manifestations de masse avec une organisation qui aspire à prendre le pouvoir, mais on a une société civile qui se dissocie progressivement du régime. Dans le prochain numéro de Politique internationale auquel je collabore, je publie une interview d'une responsable, d'une historienne iranienne opposante au régime, et qui explique que 75% de la population est hostile au régime islamique. Donc on a et aujourd'hui, et ce qu'elle dit aussi, c'est que chaque femme est potentiellement une bombe politique pour le régime. C'est-à-dire que n'importe quelle femme aujourd'hui, dans n'importe quelle petite ville iranienne, peut à un moment se mettre à crier « femme, vie, liberté », créant un attroupement de quelques dizaines de personnes qui vont scander des morts au dictateur, morts à la République islamique, et puis le temps que la police arrive, les automobilistes vont klaxonner, les voisins vont jeter des objets sur la police, et puis la manif va se dissoudre. Alors, ce n'est pas un mouvement qui peut renverser un régime, mais c'est un mouvement qui le mine de l'intérieur. C'est une guerre d'usure. C'est une guerre d'usure avec voilà. Vous pouvez réprimer, vous pouvez tuer, mais vous pouvez pas changer le peuple. Hein. Eh bien, vous pouvez pas à un moment. Voilà. Donc c'est ça la situation aussi délicate dans laquelle se trouve le régime iranien. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, on va dire, des dossiers qui nous préoccupent et qui sont liés à l'Iran. Grâce à vous, Michel Taubman. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. À bientôt, Michel. Merci, à bientôt, Daniel. Au revoir.